L'affaire du décret noir, un homme à Kondangui, un pays sous tension. Une enveloppe scellée. 2 feuilles de papier. Un sceau qui semble officiel. Voilà, selon plusieurs sources, ce qui aurait suffi à faire vaciller, l'espace de quelques heures, la communication institutionnelle du Cameroun. Mais ce n'est pas tout. Car l'homme qui aurait tenté de faire lire ces documents à la télévision nationale se trouve aujourd'hui derrière les murs de la prison centrale de Kondangui. Et la qualification retenue contre lui n'a rien d'anodin. Elle évoquerait, selon les informations rapportées, une complicité de puissances étrangères. Un simple homme isolé, ou le premier maillon visible d'une manœuvre plus large. La question agite désormais les observateurs de la vie politique camerounaise. Et c'est cette question, avec toute la prudence qu'elle impose, que nous allons tenter d'éclairer. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Revenons d'abord sur ce qui est daté et établi. Le 12 juin 2026, un homme se présente au siège de la Cameroun Radio-Télévision, la CRTV, à Yaoundé. Il se nomme Johan Adriel Sitchom Kuat. Il est porteur, selon les informations rapportées par plusieurs médias, d'enveloppes scellées contenant 2 documents présentés comme des décrets présidentiels. L'un annonçant la nomination d'un vice-président de la République, l'autre un remaniement gouvernemental d'ampleur. Ces documents comporteraient, toujours selon ces mêmes informations, des sceaux, une signature attribuée à Paul Biya, ainsi qu'une numérotation qui en imiterait les codes officiels. Sitchom aurait affirmé être mandaté par la présidence et aurait demandé la diffusion du document au journal télévisé de 17h. Mais selon le récit rapporté par la presse, la chaîne aurait refusé, après que plusieurs anomalies eurent été relevées. Une vérification aurait alors été faite directement auprès du cabinet civil de la présidence, dont la réponse aurait été catégorique. Le document ne proviendrait pas d'Etoudi. Fait vérifiable également. Cet épisode survient 5 jours après le départ de Paul Biya pour la Suisse, où il séjournerait, selon plusieurs sources concordantes, depuis le 7 juin 2026, un déplacement présenté à l'origine comme un court séjour privé, et qui, plus de 2 mois plus tard, continuerait de susciter des interrogations. Sitchom a été interpellé. Cela, aucune source ne le conteste. Ce qui, en revanche, relève encore de l'enquête et de l'allégation, c'est tout ce qui entoure les origines réelles de ces documents, et l'identité de ceux qui les auraient éventuellement commandités. Mini cliffhanger avant la suite. Selon plusieurs sources sécuritaires citées par la presse, un nom aurait été retrouvé sur les copies saisies au domicile de Sitchom. Un nom qui allait faire basculer cette affaire dans une toute autre dimension. Partie 2. Le conflit et les tensions. Selon les informations rapportées, l'enquête confiée au secrétariat d'État à la Défense et à la direction de la sécurité présidentielle aurait rapidement pris une tournure plus sensible que prévu. Sur les documents saisis, un nom figurerait, celui d'Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil de Paul Biya. Cette seule mention, si elle est avérée, ne constitue en rien une preuve de responsabilité. Elle indique seulement, selon les enquêteurs cités par la presse, la présence de ce nom sur des pièces matérielles liées au dossier. Oswald Babok aurait été convoqué par la direction de la sécurité présidentielle début juillet, dans le cadre de ce que plusieurs médias appellent désormais l'affaire Babok. Face à cet élément, 2 lectures s'opposent, selon les récits qui circulent dans la presse et sur les réseaux. D'un côté, ceux qui y voient un indice sérieux méritant une investigation approfondie. Comment expliquer la présence d'un tel nom sur un document falsifié, sinon par une implication, directe ou indirecte, qu'il conviendrait d'établir? La question, insistons-le, reste entièrement ouverte, et aucune conclusion judiciaire n'a, à ce jour, été rendue publique. De l'autre, ceux qui, proches de l'intéressé selon certaines sources, y voient au contraire la marque d'une manœuvre visant à l'incriminer à tort. Un nom que l'on aurait sciemment fait apparaître pour orienter les soupçons vers lui, dans un contexte de rivalité institutionnelle plus large que nous évoquions dans un précédent décryptage. Cette hypothèse, elle non plus, ne peut être établie comme certaine en l'état des informations disponibles. Ce que l'on peut affirmer avec davantage d'assurance, c'est ceci. Les enquêteurs eux-mêmes évoqueraient, selon des sources sécuritaires, l'hypothèse d'une tentative de coup d'État institutionnel, s'éloignant ainsi de la piste d'un acte isolé commis par un individu agissant seul. Une évolution qui, si elle se confirme, changerait considérablement la nature de cette affaire. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Entrons maintenant dans la zone où les choses deviennent particulièrement intéressantes. Parce qu'au Cameroun, quand tout le monde affirme avoir compris, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut commencer à poser les vraies questions. Dans cette affaire, les certitudes sont rares, les hypothèses nombreuses, et les zones d'ombre suffisamment larges pour qu'on puisse y garer un bus. Premier élément. La qualification pénale attribuée à Johan Sitchom serait particulièrement lourde, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État avec complicité de puissances étrangères. Une formulation qui, à elle seule, suffit à faire lever quelques sourcils. Mais attention, une qualification judiciaire ne signifie pas automatiquement que tous les éléments évoqués sont déjà établis.
Les enquêteurs doivent encore déterminer les responsabilités, les éventuelles complicités et surtout la réalité exacte des faits reprochés. Et là apparaît la première grande question. Quelles seraient ces fameuses puissances étrangères? Pour l'instant, les informations publiques disponibles ne permettent pas de répondre clairement. Et tant que les autorités compétentes n'ont pas apporté d'éléments précis, il serait imprudent de transformer une mention judiciaire en scénario déjà écrit. Deuxième élément, selon les informations rapportées par Jeune Afrique, des conseillers américains auraient recommandé à Paul Biya de reporter son déplacement en Suisse, estimant qu'une absence prolongée du territoire pourrait être exploitée par certains acteurs politiques. Si cette information venait à être confirmée dans tous ses détails, cela donnerait une dimension supplémentaire à l'affaire. Parce que cela signifierait, en quelque sorte, que certains observateurs auraient vu venir la tempête avant même que les premiers nuages n'apparaissent officiellement. Et dans un environnement politique où la question de la succession est devenue un sujet permanent, une absence présidentielle prolongée peut rapidement devenir un espace de spéculation, de calcul et de manœuvre. Troisième élément, la CRTV. Pourquoi une chaîne publique aurait-elle été placée au centre d'une opération de diffusion d'un document présenté comme officiel? Là encore, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Si l'objectif était de donner rapidement une apparence d'authenticité à un document, cibler un média institutionnel aurait évidemment pu être considéré comme particulièrement efficace. Parce qu'au Cameroun, un document qui circule sur WhatsApp est une rumeur. Le même document qui semble apparaître dans le circuit institutionnel commence déjà à prendre le costume du décret. Et c'est précisément cette frontière entre le vrai, le faux et le vraisemblable qui rend l'affaire aussi sensible. Mais attention, cela reste une hypothèse. Rien ne permet, à ce stade, d'affirmer définitivement pourquoi la CRTV aurait été ciblée, ni qui aurait pu avoir intérêt à utiliser son image ou ses canaux. Autre question, les documents saisis. Le nom retrouvé dessus correspondrait-il réellement à une signature, à une mention manuscrite, à un tampon, ou simplement à un élément ajouté pour rendre le document plus crédible? Dans une affaire de faux documents, parfois, un détail de quelques centimètres peut peser plus lourd qu'un discours de 2 heures. Et puis, il y a la question de l'organisation. Sitchom aurait-il agi seul? Aurait-il simplement exécuté une opération matérielle? Aurait-il été manipulé par d'autres personnes? Ou les enquêteurs découvriront-ils une chaîne de responsabilité beaucoup plus complexe? À ce stade, aucune de ces hypothèses ne peut être présentée comme une vérité établie. Même prudence concernant le lien évoqué par certaines sources entre Sitchom et l'Église que dirigerait Oswald Babok. Un lien social, professionnel ou religieux ne constitue pas, à lui seul, une preuve de complicité. Au Cameroun, où tout le monde connaît quelqu'un qui travaille quelque part, il faut éviter de transformer une proximité en accusation. Mais toutes ces questions prennent une importance particulière dans le contexte politique actuel. L'absence prolongée du chef de l'État, les spéculations autour de la succession, les débats sur la vice-présidence et les rivalités supposées au sommet créent un environnement dans lequel un simple faux document peut produire un véritable séisme politique. Et c'est peut-être là le véritable enseignement de cette affaire. Le danger ne réside pas uniquement dans le document lui-même. Il réside dans la capacité d'un faux à exploiter les incertitudes du moment pour produire du vrai désordre. Autrement dit, le papier peut être faux, mais la crise de confiance qu'il provoque, elle, peut être bien réelle. Et dans un pays où le téléphone est devenu une véritable agence de presse de poche, où un message WhatsApp peut traverser 10 groupes avant même que le communiqué officiel ne soit rédigé, la bataille de l'information peut parfois aller plus vite que la bataille politique elle-même. Voilà pourquoi cette affaire mérite d'être suivie avec beaucoup de prudence. Non pas pour désigner prématurément des coupables, mais pour comprendre qui aurait fabriqué quoi, dans quel objectif, avec quel relais et surtout avec quel résultat recherché. Car derrière ce fameux document, une question plus grande se dessine. Quelqu'un aurait-il simplement voulu fabriquer un faux? Ou aurait-il voulu tester jusqu'où un faux pouvait aller dans un système déjà traversé par les interrogations? Et ça, mes chers amis, c'est peut-être la vraie question de cette affaire. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a quand même quelque chose de presque cinématographique dans cette histoire. Un document, un sceau, une signature qui ressemble à une vraie. Et soudain, tout le monde commence à regarder dans la même direction. Comme quoi, au Cameroun, parfois, il ne faut pas beaucoup de papier pour produire beaucoup de bruit. Mais derrière le côté presque théâtral de l'affaire se cache une question beaucoup plus sérieuse. Comment un document présenté comme officiel peut-il seulement espérer être pris au sérieux dans une république qui compte des administrations, des services de sécurité et toute une chaîne institutionnelle? C'est ici que le problème dépasse largement Johan Sitchom. Car lorsqu'une information officielle circule peu, lorsqu'elle arrive tardivement ou lorsqu'elle reste entourée de silence, l'espace laissé vide ne reste jamais vide très longtemps. Quelqu'un vient le remplir. Et généralement, ce quelqu'un n'attend pas l'autorisation du gouvernement. Au Cameroun,
Le communiqué officiel peut encore être en train de chercher sa signature pendant que WhatsApp a déjà convoqué une réunion extraordinaire. Une rumeur apparaît, elle est transférée dans un groupe, puis dans un autre. Quelqu'un ajoute une capture d'écran. Un autre affirme connaître quelqu'un de bien placé. Et en quelques heures, une information non vérifiée peut prendre l'apparence d'une vérité nationale. C'est précisément dans ce genre d'environnement qu'un faux document peut devenir dangereux. Pas forcément parce qu'il serait techniquement parfait, mais parce qu'il arrive dans un contexte où les citoyens cherchent désespérément des informations auxquelles ils peuvent croire. Deuxième élément, cette qualification évoquant une complicité de puissances étrangères. Il faut ici garder la tête froide. Une telle qualification est grave, mais elle ne permet pas, à elle seule, d'identifier les personnes ou les États éventuellement concernés, ni de considérer les hypothèses comme des faits établis. Parce que dès qu'on prononce le mot « puissances étrangères », l'imagination politique commence généralement à travailler en heures supplémentaires. Washington par-ci, Paris par-là, réseaux occultes, succession, remaniement. Bientôt, il ne manque plus que James Bond et la musique de Mission Impossible. Mais derrière cette plaisanterie se trouve une vraie question. Si des complicités extérieures sont effectivement évoquées dans le dossier, quels éléments concrets les enquêteurs détiennent-ils? Et ces éléments pourront-ils être présentés et vérifiés dans le cadre de la procédure? C'est cela qui compte. Troisième élément, le fameux fusible. Johan Sitcom est aujourd'hui la personne la plus visible dans cette affaire. Mais être visible ne signifie pas nécessairement être le seul responsable. Dans une opération organisée, s'il y en avait effectivement une, il peut exister plusieurs niveaux. Celui qui imagine, celui qui finance, celui qui transmet, celui qui exécute, et celui qui se retrouve finalement devant le juge avec toute l'histoire sur le dos. Le dernier qui touche le câble n'est pas toujours celui qui a construit l'installation électrique. C'est pourquoi la question de la chaîne des responsabilités est essentielle. L'enquête devra notamment permettre de déterminer ce qui est matériellement établi, ce qui relève des déclarations, ce qui repose sur des témoignages et ce qui n'est encore qu'une hypothèse. Et surtout, elle devra éviter le piège classique consistant à considérer que, parce qu'un suspect est identifié, l'affaire est automatiquement expliquée. Non. Identifier un exécutant éventuel ne répond pas forcément à la question du commanditaire. Et c'est là que cette histoire devient politiquement sensible. Parce qu'elle intervient dans un contexte déjà chargé. Absence prolongée du chef de l'État, spéculation autour de la succession, débat sur la vice-présidence et climat de méfiance autour des informations circulant au sommet de l'État. Dans un tel environnement, un faux décret n'a pas besoin d'être vrai pour produire de vraies conséquences. Il suffit qu'il soit suffisamment crédible pendant quelques heures. Et c'est peut-être cela le point le plus inquiétant. La bataille ne porte plus seulement sur la fabrication d'un document. Elle porte sur la confiance dans la parole institutionnelle. Car si demain un citoyen reçoit un document estampillé, signé et présenté comme officiel, mais qu'il ne sait plus immédiatement comment vérifier son authenticité, alors le problème n'est plus seulement celui du faussaire. C'est aussi celui de la communication institutionnelle. Et là, mes chers amis, le Cameroun a encore un gros devoir de transparence à faire. Conclusion. Alors, que retenir de cette affaire? D'abord, Johan Sitcom serait détenu à Kondangui dans le cadre d'une procédure portant sur une affaire présentée comme particulièrement sensible. Ensuite, un document falsifié aurait été au cœur d'une tentative de diffusion institutionnelle. Enfin, plusieurs éléments rapportés évoquent la possibilité d'une opération plus organisée, mais les véritables responsabilités et les éventuels commanditaires restent à établir par l'enquête et la justice. Le nom d'Oswald Babok apparaît également dans les éléments évoqués autour du dossier, mais la présence d'un nom, une proximité ou un lien quelconque ne constitue pas, à eux seuls, une preuve de participation à une infraction. Voilà pourquoi il faut garder une règle simple. On peut poser toutes les questions, mais on ne doit pas transformer les questions en condamnation. Car sur Internet, la condamnation arrive souvent avant l'enquête. Une personne est accusée à 10 heures, jugée à midi et condamnée dans les commentaires à 14 heures. La justice, elle, est encore en train de consulter le dossier. Et dans une affaire aussi sensible, ce n'est pas la méthode. La vraie question est donc maintenant la suivante. L'enquête permettra-t-elle de remonter toute la chaîne, depuis celui qui aurait matériellement transporté ou diffusé le document jusqu'à ceux qui auraient éventuellement conçu ou commandité l'opération? Ou bien assisterons-nous encore à ce scénario bien connu où le premier maillon visible porte tout le poids pendant que les autres maillons restent dans l'ombre? Une chose est certaine. Cette affaire mérite d'être suivie avec sérieux, sans précipitation, sans accusation gratuite et sans transformer les rumeurs en vérité. Parce que dans cette histoire, le document aurait pu être faux. Mais les conséquences politiques, elles, pourraient être bien réelles. Alors dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il s'agit d'une opération isolée ou d'une manœuvre plus large? Et jusqu'où, selon vous, l'enquête devrait-elle remonter?
Abonnez-vous à Kame News, activez la cloche de notification et restez avec nous pour les prochaines évolutions. Ici, on ne condamne pas avant la justice. On pose les questions, on décrypte les faits et on suit les dossiers. Parce qu'au Cameroun, comme on dit souvent, le film est encore en cours et le générique n'est pas encore passé.